Hello, hello, bonsoir et bienvenue sur IRM.radio. Il est 20h, vous pouvez être fiers d'être avec nous dans l'émission Pimp My Life, la première émission 100% développement personnel, mais sans bullshit. Donc, on est là. Alors, on est là ce soir. D'ailleurs, suivez-nous si vous voulez voir nos têtes, parce qu'aujourd'hui, on est quand même pas mal bien habillés. Donc, allez regarder sur Twitch et sur IRM Radio, parce qu'il y a les caméras. Vous pouvez vraiment nous observer et surtout voir nos invités d'aujourd'hui. Et on va vous en parler tout de suite. Et aussi, bien sûr, vous pouvez vous inscrire sur pimpmylife_IRM sur notre Instagram si vous voulez vous nous envoyer des messages privés. Today, nous sommes là pour parler de quelque chose qui concerne énormément de personnes. J'ai fait mes devoirs et j'ai vu qu'il y a presque 30% des Français qui ont cette peur, la peur de parler en public. Et c'est d'ailleurs une peur, moi je ne savais pas, mais c'est d'ailleurs une peur qui est la plus répandue dans le monde et même elle est plus importante que la peur de mourir. Donc à tel point, c'est vraiment quelque chose qui concerne beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, bien sûr, pour parler de ça, comme d'habitude, on a des experts et je suis ravie d'accueillir la coach Karina. Alors, je ne vais pas me planter sur le prénom. Feijohiro Joya. Bonsoir, Karina. Hello. Hello, merci. Ravie d'être là, merci. Merci à toi. Et bien sûr, nous avons Philippe Bresto qui est revenu nous voir. Alors, Philippe, il est magnétiseur et aussi radiesthésiste et il est là ce soir justement pour voir un petit peu aussi. Est-ce que d'ailleurs, Philippe, on peut dépasser la peur de parler en public aussi grâce à ce que tu peux faire? Oui, bien sûr. Bien sûr. Avec le magnétisme, on peut arriver à faire progresser les gens. Super. Et bien sûr, bonsoir à toi, mais bonsoir aussi à la belle Mégane qui est là. Bonsoir Aurora, bonsoir tout le monde. Voilà, notre journaliste qui est toujours là tous les dimanches. Les gars, d'ailleurs, bien sûr, vous allez voir nos têtes sur une plateforme. On va tout changer à la radio pour que ce soit encore mieux pour vous. Bon, bref, je ne vais pas me perdre là-dedans. Je vais tout de suite vous annoncer le planning du jour. Alors, il est assez chargé. D'un côté, on va interviewer Karina, qui est justement là pour nous délivrer ses secrets. Aussi pour nous parler d'une méthode qu'elle a inventée, je dirais. Hein? Ouais, voilà. Pour dépasser cette peur. Et ce qui m'a beaucoup attiré de Karina quand j'ai cherché justement des invités pour ce soir, c'est qu'elle a un côté un peu énergétique. Voilà, elle va pas juste se limiter, vous savez, à des techniques qui pourraient être celles ou des acteurs tout seuls, ou aussi celles qu'on peut apprendre dans le business. Donc voilà, là, elle va dépasser ça et c'est pour ça qu'elle a toute sa place ce soir ici chez nous, chez Pimp My Life. On est ravis d'être avec elle. Ensuite, Megan, elle va nous parler des méthodes, des conseils précieux qu'elle a chinés, je dirais, sur le net. Donc des livres, des podcasts, naturellement des citations en connaissant Megan. Voilà. Et Philippe, dans une troisième partie, alors là aujourd'hui j'ai voulu vraiment te donner une troisième partie que pour toi, où tu pourras justement répondre aux questions de Karina par exemple, les nôtres, et s'il y a des personnes qui voudraient aussi poser des questions auquel Philippe va répondre avec le pendule, vous pouvez le faire. Nous sommes en direct. Envoyez-nous un message ou sur Instagram ou surtout sur Twitch, en live, en chat privé et en fait en chat public, je dirais même. Et on va vous répondre dans la troisième partie. Donc restez jusqu'au bout si vous avez des choses que vous voulez savoir parce que tout simplement Philippe va pouvoir répondre. Alors, on va déjà commencer par rapport à la thématique du jour. Comme je vous le disais, la peur de parler en public est la première citée dans le monde. Alors moi je savais pas ça, je l'ai appris en organisant cette émission. Et d'ailleurs pour 30% c'est vraiment une peur panique, c'est-à-dire que voilà, les gens ont vraiment c'est vraiment le plus que le trac en fait. Et par contre il y a 50% qui disent de ne pas être à l'aise.
Donc, même si c'est pas la panique à bord, les gens, ils sont pas spécialement à l'aise de parler en public. Et donc, aussi, ce que j'ai découvert, c'est que la peur de parler en public, c'est assimilé à une souffrance physique. C'est vraiment comme si c'était une douleur physique. Alors, je vois que là, je vais vous montrer les têtes des invités, comme ça, ils disent oui avec la tête. Donc, c'est bon, je me plante pas trop, les gars. Alors, du coup, c'est une vraie souffrance. Et donc, est-ce que toi aussi, à la maison, est-ce que ça t'est déjà arrivé à l'école pour un exposé ou même au travail, si tu es au travail et que tu dois faire tout simplement une réunion devant une audience. Alors après, ça peut être même 3-4 personnes. Hein. On n'est pas obligé d'avoir une audience de 600 personnes pour avoir le trac, donc ça, il faut aussi le surligner. Donc, si tu te sens comme ça, reste dans cette émission parce que justement, on va parler de comment résoudre tout ça. Et aussi, si tu te sens transparent, parce que parfois, on parle, on n'est pas très à l'aise, mais on prend le courage à deux mains, on va parler, mais on a l'impression que, voilà, comme si on n'était pas là, vraiment, on se prend des vestes. Il y a la collègue qui dit la même chose que nous 3 minutes après, tout le monde, ouais. Et nous, en fait, on venait de le dire, et non. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout, voilà. Parfois, on dit, voilà, et moi, je fais quoi, hein mais bon, du coup, si tu es dans ce cas de figure, reste avec nous. Ou aussi, si tu peux avoir vraiment ce qu'on appelle un peu une crise presque de panique, c'est-à-dire que tu vas avoir les mains moites, tu arrives plus, tu as la voix qui tremblote, etc. Et du coup, tu prends la parole, mais voilà. Ok, donc on va démarrer tout de suite. Moi, je veux savoir, parce que vraiment, Karina, il faut que tu me dises d'où elle vient cette peur. Alors, c'est une belle question à laquelle j'ai moi-même dû répondre pour moi en premier. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'accompagne les gens. C'est-à-dire que j'ai eu très peur de prendre la parole en public très, très tôt. À la base, je suis danseuse et je m'exprime corporellement, mais mettre des mots sur mes émotions et ce que je ressens, c'était compliqué. Cette peur-là, elle vient souvent de plusieurs facteurs. Le premier, c'est la peur du jugement, qui est une peur très, très importante pour tout à chacun. Et derrière, c'est la peur du rejet, la peur d'être jeté du groupe et la peur aussi d'être tué, en fait. Ah, la peur d'être tué ? Oui. Parce qu'en fait, à partir du moment où on est rejeté d'un groupe, on n'existe plus en fait. On n'appartient plus à la communauté, on n'est plus dans un groupe, donc on est rejeté. Et viscéralement, c'est comme si on se sentait, pour ceux qui ont des peurs paniques, c'est vraiment la peur de mourir, mais sous une autre forme en fait. Mourir socialement ? C'est ça. C'est de mourir socialement, c'est de mourir, de ne plus avoir aussi de valeur d'existence, parce que la parole, c'est l'expression de soi qui sort de nous de manière, on va dire, naturelle normalement. Et lorsqu'on a peur que notre parole se retourne contre nous, et qu'elle soit utilisée contre nous, forcément, on ne s'exprime pas. Donc le terreau de tout ça, c'est forcément souvent lié à l'enfance. Lorsque on a grandi dans une famille où parler, c'était dangereux, on pouvait se prendre une raclée. Voilà, ça vient aussi à amener à ces choses-là. Et puis, c'est aussi le fait, ce que j'ai remarqué, c'est le parler vrai qui est difficile. Lorsqu'on met des masques et que du coup, on va parler pour, je ne sais pas, exposer quelque chose qui ne nous touche pas forcément, ça va être plus facile. Alors que si on commence à exprimer sa vision, donc on commence à parler vrai, on commence à dire, moi, voilà ce que je pense de cette situation, là, ça devient compliqué. Parce qu'on s'expose, au fait. Exactement. Et toi, c'était quoi qui t'a justement poussé à ça ? Quelle était ta peur ? Quelle était ton origine ? Est-ce que tu l'as identifiée déjà ? Oui, alors moi j'ai identifié l'origine de mes peurs en ayant vécu une enfance où c'était pas forcément, comment dirais-je, il n'y avait pas vraiment la place de dire ce que je pensais en tant qu'enfant. J'ai eu une maman assez violente, donc du coup j'ai développé une extra vigilance de toute la communication non verbale. Et toute la sensibilité que j'ai, elle me vient de ça. C'est-à-dire à quel moment la sentence ou l'acte va tomber pour me faire fermer ma bouche, quoi, en gros. Donc, en fait, tu t'avais appris
en raison de cette situation familiale particulière, à t'exprimer autrement qu'avec la parole. C'est ça. Donc moi, ce que je faisais, c'est que je dansais. J'avais un trop plein d'énergie parce que je suis une petite fille très, très énergique. Je dansais tout le temps dans la cour, dans le lit. Voilà, mais après, en grandissant, j'ai compris. C'est mon expression qui avait besoin au niveau énergétique de sortir, mais je n'arrivais pas à verbaliser ce que je ressentais. Donc le problème de prendre la parole en public, c'est quoi ? C'est je ne trouve pas les mots pour dire ce que j'ai à dire. Et ça, c'est compliqué. Et beaucoup de gens ne trouvent pas les mots pour exprimer. Donc comment veux-tu prendre la parole si tu ne trouves pas le mot qu'il faut ? Donc il y a la peur d'être ridicule, la peur de ne pas avoir le mot qui convient pour exprimer une pensée, mais déjà, et aussi le fait d'accueillir l'émotion qui fait peur en nous. C'est-à-dire de se dire, bah oui, j'ai peur là, qu'est-ce qu'elle vient de me dire, cette peur-là ? Bon. Dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'il faut identifier à quel moment on a peur. Est-ce que c'est en réunion, par exemple, en discutant avec des collègues ? Est-ce que déjà j'ai cette peur-là alors que je suis en confiance dans un environnement où, en fait, on se connaît ? Mais quand il s'agit d'une réunion, on va dire solennelle, où je dois exposer, moi, ma vision des choses, est-ce que déjà là, j'ai peur ? Si c'est le cas, c'est déjà un premier niveau d'information, d'affirmation de soi. Voilà. Il peut y avoir des jeux de fratrie derrière, au niveau, on va dire, systémique. Ça veut dire que c'est parce que quand la personne fait partie d'un noyau familial où il avait d'autres frères et sœurs qui étaient peut-être plus importants, qui prenaient davantage la parole que lui. Et plus de place, il peut y avoir de ça. Et aussi, moi, ce que je constate souvent, c'est la peur quand il y a un niveau hiérarchique au-dessus. Alors là, c'est encore souvent un niveau supérieur. Et quand on prend des responsabilités dans une entreprise, on commence à s'adresser à des supérieurs de plus en plus élevés dans le niveau hiérarchique, cette peur-là, elle est démultipliée. Et là, on touche encore à d'autres structures de la peur. Après, je pense aussi que le problème de la peur sur le fait de s'exprimer en public, c'est aussi beaucoup qu'on a tendance à vouloir que la parole soit parfaite. Or, elle n'est jamais parfaite. Ça n'existe pas. C'est vraiment, moi, je pense que la parole, c'est une réaction à quelque chose, tandis que l'écriture, ça va plus être de la réflexion. On a le temps de préparer ce qu'on va écrire. On n'a pas forcément le temps de préparer ce qu'on va dire, encore plus quand c'est improvisé. Donc, c'est aussi important, je trouve, de désacraliser un petit peu ça. C'est juste une parole et on est tous humains. Et même si quelqu'un se trompe lorsque la personne s'exprime, c'est pas grave, en fait. Ça transparaît aussi de son humanité et c'est OK. C'est OK, c'est pas facile parce qu'en fait, quand on a grandi, notamment dans un cadre extrêmement exigeant, l'erreur n'était pas possible. Donc, il y a tout un chemin à faire pour accepter ça. Mais c'est très juste, le fait d'arrêter de penser qu'on doit être parfait et d'être à la hauteur, parce que ça nous met une pression qui n'est pas supportable pour tout un chacun qui devons s'exprimer, quoi. Donc, accepter, Dans un milieu professionnel, malheureusement, dès qu'on commence à avoir des responsabilités, il y a la notion de jugement. Tout à fait. Et c'est évident que quand on prend la parole vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques, on n'a pas intérêt à se planter parce que on va être jugé immédiatement. Pas forcément. Moi, je suis amenée à m'exprimer souvent dans mon entreprise, parce que je suis salariée d'une grande entreprise, et j'ai souvent des réunions où je vais prendre la parole, et parfois ça m'arrive de me tromper, et c'est pas grave, je vais pas avoir mes collègues qui vont se moquer en me disant « Ah, elle s'est trompée ». Et inversement, moi, quand je vais voir quelqu'un qui fait une présentation, parfois la personne va bafouiller, va chercher ses mots, va bégayer. Il n'y a personne qui va se moquer de cette personne-là. Au contraire, même parfois, ça donne un côté touchant et un côté humain, et les gens vont plus faire attention à ce qu'elle dit. T'es dans une bonne entreprise. Oui, j'ai de la chance. Et puis c'est aussi parce que peut-être que toi, tu t'autorises ça, que du coup, tu n'envoies pas cette énergie en face qui te renvoie un truc dur. Parce que ça aussi, c'est en fait le problème. C'est que nous, quand on est très exigeant avec nous-mêmes, on va mettre un masque social qui fait qu'on ne va pas pouvoir venir nous parler et nous dire, là, tu te trompes. Parce qu'on a mis notre masque de « tu ne me touches pas », en fait. Voilà. On est dans de la défense. Et donc, ça n'autorise pas, en fait, l'autre à venir sur notre terrain à nous pour nous dire, là, en fait, tu es en train de te planter. Limite, on est même, on peut paraître hautain. Voilà. Et ça, ça nous met un bouclier, quoi. Donc, cette capacité que tu mets en lumière, c'est possible, justement, quand on est OK sur le fait de ne pas être parfait. Ouais. Exactement.
Et justement, en fait, ce qui se passe, c'est que quand toi-même, en fait, nous, on est toujours le pire juge de tous. C'est-à-dire qu'on est vraiment ceux qui se condamnent à mort quand les autres, ils sont même pas aperçus qu'on a fait une bêtise. Du coup, voilà. Est-ce que ça pourrait aussi être à cause d'un manque d'habitude? Et du coup, comme on n'a pas du tout l'habitude de parler en public, on pourrait se dire, voilà, on fait une boulette, quoi. En fait, on n'est pas capable. Exactement. Alors, c'est là que je trouve génial le fait d'être... Moi, je suis passée par un travail de théâtre, justement, et d'actrice. C'est de m'entraîner à parler en public ou pas en public, même simplement chez moi toute seule, où je m'entraîne et je répète. Par exemple, si j'ai une présentation importante à faire, là pour venir aujourd'hui, je me suis préparée à la maison pour faire la clarté aussi dans mes propos, parce que moi je suis très intuitive, justement, très créative, et mon cerveau c'est un peu, c'est comme un arbre, quoi, hein. Ça peut vite partir dans tous les sens, et comme j'aime cette notion, comme tu disais tout à l'heure, Mégane, tu sais, de spontanéité, d'être ouverte dans la parole et tout, il faut quand même le canaliser, parce qu'il faut quand même prendre conscience des messages clés qu'on veut transmettre. Exactement. Et ça aide à s'ancrer aussi. Ce qui est important dans le fait de prendre la parole, je pense, c'est, comme il le disait Idriss, je vais parler en son nom qui est pas là, mais il va bien, hein, il est juste en vacances, mais il va très bien, Idriss. Parce que je vais parler en son nom, le pauvre. C'est vrai, ça fait un peu bizarre. Mais c'est pourquoi on prend la parole et quel message on veut faire passer. C'est vrai que c'est quelque chose qu'Idriss a tendance à souvent questionner. Pourquoi C'est ça. Et quand on s'interroge vraiment sur pourquoi je veux prendre la parole, quel message je veux faire passer et quel est mon auditoire, parce qu'on va adapter son discours différemment selon l'auditoire qu'on a en face de nous, on arrive, je pense, un peu plus à prendre confiance en nous. Exactement. Ça, c'est ce que j'appelle la raison spirituelle de la prise de parole. C'est-à-dire quelque chose qui nous dépasse. Et du coup, ça nous donne un pouvoir personnel, où on se dit, si je ne le fais pas pour moi, je le fais pour quelque chose qui me dépasse. Et c'est important. Alors, quelque chose qui me dépasse, après, chacun, il va chercher aussi ce dont il a besoin. Et ça pourrait être aussi l'audience, au fait. Si on apporte de la valeur en parlant, le fait de le faire pour quelqu'un qui nous écoute, ça peut être aussi une raison pour dépasser ça. C'est souvent le cas. C'est-à-dire, moi, ce que je dis aussi à mes clients, c'est « Ok, je comprends, tu as ça en toi, mais moi, je suis celle qui va recevoir ton message et j'ai besoin d'entendre ce que tu as à me dire. » Est-ce que tu penses que vous pensez que ça dépend aussi du système scolaire français, par exemple? Ça doit dépendre. Moi, en tout cas, je me souviens que quand j'étais à l'école, c'est vrai qu'il y avait certains professeurs qui avaient tendance à dire non, c'est pas ça, et d'autres qui avaient tendance à favoriser la prise de parole, même si on se trompait, et qui avaient vraiment envie que l'élève puisse développer le fond de sa pensée. Je pense que ça dépend des professeurs. Parce qu'en fait, moi, je vous pose cette question parce que comme je suis italienne et j'ai des enfants, je les ai mis exprès dans une école italienne. Je voulais pas qu'ils aillent à l'école française parce que justement, ce point-là précisément me gênait énormément. En France, on fait très attention à la qualité écrite. Donc, il y a vraiment la disserte, par exemple, qui est très importante et qui justement te permet de réfléchir et de mettre tes idées bien à plat, ce qui est très intéressant. Mais on n'encourage jamais, en fait, il n'y a jamais d'examen oral vraiment quand on est tout petit. Alors qu'en Italie, c'est tout l'inverse. On va apprendre le sens critique aux personnes, quitte à qu'ils disent des bêtises parce qu'ils sont tout petits pour être... voilà. Mais on leur laisse la parole. Et une fois, j'avais demandé ça quand je suis arrivée en France. Moi, j'étais choquée. Bon, aussi, je m'étais tapé 4 en disserte. C'était ça aussi mon choc. Mais en même temps, c'est normal. J'avais fait l'intro et la conclusion. Parce qu'en fait, j'ai débarqué d'Italie et je ne savais pas écrire en français. Enfin, si, je savais écrire, mais je savais écrire, comment dire, comme si j'écrivais en latin, en fait. Donc, pour moi, c'était vraiment une langue étrangère, mais dans le vrai sens du terme. Donc, j'avais besoin de trop de temps. Et comme je ne m'autorisais pas l'erreur, parce qu'en Italie, on ne peut pas faire des fautes d'orthographe. Si on fait des fautes d'orthographe, on est out. Depuis le collège, en fait. On ne fait pas de fautes d'orthographe, c'est comme ça. Du coup, là, le fait de me dire je ne veux pas faire de fautes d'orthographe ni de syntaxe, j'ai fait l'intro et la conclusion à 4 heures. Donc, bref, je me suis tapé une sale note. Donc, j'étais un peu polémiquée. Voilà, j'étais un peu une grande gueule. J'étais voir le professeur. Je lui dis mais je ne comprends pas. Pourquoi vous ne faites pas d'examen oral? Ça me saoule. Et le gars, il m'a dit mais non, parce que ça s'appelle système scolaire. Ça vient vraiment du système scolaire, donc au système du clergé, où tant que tu n'avais pas un espèce de doctorat, ce qu'aujourd'hui correspond au doctorat, tu n'avais pas le droit de dire « je ». En fait, tu devais tout le temps relayer la pensée d'autres, la synthèse des pensées des autres, mais tu n'avais pas le droit de dire « je ». Alors que moi, direct, je, mais c'est pas parce que j'étais égocentrique. Juste, en Italie, c'est ce qu'on
l'encourager à faire. Et je sais qu'en Angleterre et aussi dans les pays anglo-saxons comme les États-Unis, etc., ils ont carrément un jeu qui s'appelle Show and Tell. Donc, depuis qu'ils sont tout petits, les enfants doivent amener à l'école un objet, une Barbie, n'importe quoi, et raconter l'histoire de la poupée, des ciseaux, de ce qu'ils veulent. Et c'est vraiment un exercice qui va les entraîner depuis leur plus jeune âge à prendre la parole en public, tout simplement pour que ce soit pas du tout un blocage. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu voir un petit peu aussi votre avis là-dessus, parce que comme moi, j'ai pas vécu ce truc-là quand j'étais petite en France, je sais pas trop. Après, à ma connaissance, ça se développe. Là, je vais parler juste très, très brièvement de Stéphane De Freitas, qui est un entrepreneur social. J'anticipe un tout petit peu, mais c'est juste pour rebondir sur ce que tu as dit, qui est en contact avec l'Éducation nationale, le ministère de l'Éducation nationale, pour proposer des programmes de prise de parole éducative, notamment dans les cours d'éducation civique. Donc, je pense que ça a tendance à se développer, ce qui n'était pas le cas il y a une dizaine d'années. Ouais, sûrement. Cool. Et moi, je voulais savoir aussi des Karina, est-ce que tu penses qu'il y a quand même des gens qui ont le don de parler en public? Qui ont un don, oui, mais ils ne le savent pas forcément. C'est seulement au moment où ils iront devant le public qu'ils vont le découvrir, s'il y a cette facilité à captiver un auditoire et à être transportés eux-mêmes dans cet art oratoire. Parce que là, on va parler d'art oratoire, du coup, avec cette notion de don, parce que c'est à la fois ce magnétisme, ou plutôt que de charisme d'ailleurs, c'est le fait d'attirer à soi les regards, le fait d'être énergétiquement en reliance avec le public et de créer aussi une complicité extraordinaire. Mais en tout cas, tu dis que tout le monde peut apprendre. Oui, complètement, oui. Ok. Et d'ailleurs, toi, comment as-tu appris déjà? Qu'est-ce qui t'a amené à te connaître? Donc, tu as expliqué ton histoire, d'où ça vient. Mais comment t'as fait? Quel était le déclic? À un moment, tu te dis, il faut que je prenne la parole, que je dépasse cette peur. Et ensuite, comment es-tu devenu? Voilà, je commence, j'ai des bugs, es-tu devenu coach là-dedans, en fait? Alors, déjà, je tiens à préciser qu'à l'école, j'étais pas particulièrement muette en classe. J'étais parmi celles qui parlaient quand même déjà par rapport à d'autres. J'adorais déjà prendre la parole dans la classe, ce qui est déjà énorme. J'ai passé mon oral au bac, j'ai eu des très bonnes notes. D'ailleurs, je savais que j'allais gagner des points à l'oral. Voilà. C'était déjà pas si mal, d'accord ? Là où je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un grand fossé, c'est effectivement en entreprise. Moi, j'étais cadre en agence de communication. Donc, pour le coup, j'ai appris à communiquer aussi en étant en agence. Et à me rendre compte qu'en réunion, je plafonnais dans ce plafond de verre, justement. Et pour moi, la parole en public, c'est un pulvérisateur de carrière professionnelle, sur tous les plans. Puisqu'à partir du moment où on arrive à s'adresser à un auditoire, on rassemble des foules. Donc, on devient leader. Donc, on amène à soi... quand même, du coup, ce qui m'a fait mon déclic, du coup, ça a été de me rendre compte que je n'arrivais pas à m'affirmer dans ce que je disais tout à l'heure, ma vérité. Et donc, j'ai poussé les portes d'un cours de théâtre d'impro. Et ça a été mon déclic. Voilà, en théâtre d'impro, où justement, c'était un espace où on pouvait dire tout et n'importe quoi, où on se faisait pas taper sur les doigts, bien au contraire. Et je te rejoins sur ce que tu disais, Aurora, c'est on prenait en cours de théâtre d'impro, on prend une bouteille, on dit vas-y, parle-nous de ta bouteille. Donc le jeu m'a débloqué. Le jeu, voilà. Super. Et quand tu dis que tu n'arrivais pas en entreprise à exprimer ta vérité, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est-à-dire que si j'avais un chef qui disait quelque chose et que j'étais pas d'accord, j'arrivais pas vraiment à lui exprimer en étant... j'arrivais pas à le dire vraiment, quoi. Mais t'essayais quand même de le dire ou t'essayais pas? J'ai passé un certain temps à pas y arriver, quoi. Ok. Ouais. Et si aujourd'hui tu devais donner des conseils à quelqu'un qui a encore moins d'aisance que toi, tu vois, parce que toi, quand même, tu disais tu avais ce blocage avec ton chef, mais sinon en public, je veux dire avec tes potes ou tes collègues, tu n'avais pas ce blocage-là. Alors avec mes potes, ça allait, au contraire, mais par contre avec mes collègues, aussi. En réunion, je prenais le temps, mais pas beaucoup plus. Et puis le grand stress, ou aussi, je pense qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, quand on est en conférence, qu'on vous passe le micro. T'as envie de dire un truc, mais le micro, t'arrives pas à le prendre. En fait, j'étais tétanisée par le micro aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont peur du micro.
Oui, le Donc- micro, de la caméra, tous ces trucs, Voilà, tous les appareillages. En comme ça. fait, donc, ce qu'il faut faire, c'est s'entraîner. Oui, parce Ouais. qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir C'est un ça. micro quand on est en conférence. C'est un peu bizarre quand on n'a pas l'habitude d'entendre le son de sa voix. Est-ce qu'il faut le coller? Est-ce qu'il faut le mettre là? Si on le met là, on va trembler. Et après, on devient parano. Donc, c'est important de s'entraîner, en fait. Et- Et de connaître les conditions dans lesquelles notre présentation va intervenir. Hmm. Ça rassure. Est-ce qu'un grand timide peut être un bon orateur? Oui. Tout à fait. Et ça, c'est magique. Moi, j'en ai des frissons quand je le dis parce que j'ai eu des timides, mais alors quand ils sont sous les feux des projecteurs, parce qu'ils ont un grand pourquoi Hmm. et parce qu'ils arrivent à avoir du plaisir dans l'instant présent, Hmm. il y a une partie de leur cerveau qui passe de l'autre côté et là, c'est magique. Donc oui. Et justement, quel conseil tu pourrais donner aujourd'hui à quelqu'un qui est très timide et qui voudrait quand même réussir à surmonter cette peur? Alors, premier conseil, c'est d'identifier effectivement à quel moment il a peur et puis de s'entraîner. Moi, ce que je propose, c'est de s'entraîner face miroir. Et puis aussi à entendre sa voix. Parce que c'est très juste ce que tu dis. Moi, ça a été mon cas, je n'aimais pas ma voix. Et la plupart de mes clients n'aiment pas leur voix. Donc, comment veux-tu porter ta voix loin, justement, si tu n'aimes pas t'entendre? Donc, il faut apprivoiser ces choses qui sortent de nous. Donc, s'enregistrer. Et ça, c'est vraiment des astuces à faire chez soi. On s'enregistre, on a une présentation à faire, on la prépare, on s'enregistre et on l'écoute. Hmm. Je trouve ça très important ce que tu dis parce que quand on s'enregistre, on va repérer tout de suite les tics de langage. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, dont moi, on a des tics de langage. Moi, je sais que je dis beaucoup tu vois ou donc. Et il y a d'autres personnes qui vont dire beaucoup. Et en fait, quand on s'enregistre, on repère tout de suite les tics de langage et ça permet de travailler dessus. Exactement. Alors, avant d'être sur les défauts, j'adore aller regarder déjà ce qui est génial dans ce qu'on a fait. Parce qu'effectivement, on est les premiers grands critiques de nous-mêmes. Donc, c'est d'avoir beaucoup de bienveillance pour nous-mêmes déjà, de reconnaître qu'on est en apprentissage. Nous apprenons à être sages avec aussi notre voix. Et puis, et là, on arrive à capter effectivement là où on peut s'améliorer. La respiration, c'est très important. Les techniques de visualisation, ça, c'est essentiel. Donc, Alors, tu dis, ouais, respiration, c'est quoi comme exo qu'on pourrait donner à la maison à faire? alors, il y a un truc, ça va être le pompage. Ça, c'est un truc de sophro. Hein On va pomper pour enlever le stress. Donc, on pompe les mains comme Ok. ça. Et après, Ça, je le fais souvent, j'avais appris en formation. Ah, Ça fonctionne vraiment bien. Dans les toilettes avant une réunion. c'est ça. Exactement. C'est vrai. Et ça marche très bien. Et en fait, c'est par exemple, si j'ai mal au ventre, par exemple, je suis en stress, je me dis pas, je fais pas semblant qu'il se passe rien dans mon corps. Je me dis, ah oui, là, ok, j'accepte, je suis stressée. Bon, ok, je vais faire un truc. Donc, je vais faire ça. ok. Dans les toilettes, avant de parler. Et il y a une chose dans la visualisation, c'est de se dire qu'on n'a qu'une bonne occasion de faire bonne impression. C'est la Chanel qui disait ça. C'est de se dire qu'en fait, on rentre dans ce que j'appelle un challenge de brillance. C'est-à-dire, je vais m'autoriser à être plus grand que ce que je m'imagine de qui je suis. Voilà. Dans cette visualisation, quand on se prépare à la maison, tu disais, c'est bien de savoir les conditions dans lesquelles on va prendre la parole. C'est vrai que c'est toujours beaucoup plus puissant pour nous préparer physiquement, de savoir c'est quoi les conditions dans lesquelles on va parler, surtout s'il y a un enjeu important. Oui, exactement. Là, je pense qu'on peut appliquer la méthode du où, comment, pourquoi, quel est le public visé. Ouais. Parce qu'on s'adresse différemment à un public de 600 personnes dans une salle de conférence versus 10 personnes dans une salle de réunion. Exactement. Et il y a une astuce très importante, c'est que le public n'est pas notre ennemi. Ok. Ça, il faut se le dire. Et même si c'est devant, j'allais dire, le président de la République, ce n'est pas notre ennemi. Notre objectif, c'est de trouver justement un terrain où on va pouvoir échanger. Communiquer. Même si on n'est pas d'accord, on peut trouver un moment où on va se retrouver quand même. Et si demain, il y a quelqu'un qui pousse la porte de ton... Alors, je ne sais pas si tu as un cabinet, j'imagine, ou si tu reçois chez toi, bref, ou par Zoom, tu nous diras. En tout cas, il va intervenir avec... En fait, il a envie d'être accompagné par toi. Comment ça se passe une séance?
Alors, moi, j'ai développé plusieurs types d'approches. Actuellement, je travaille sur un programme qui permet aux personnes de faire des vidéos dans un groupe privé Facebook. Et en fait, il y a des défis pendant 22 jours avec le tarot de Marseille. Et en fait, ça nous met dans un jeu où en fait, on s'amuse, il y a un scénario et on va aller jouer différents personnages. En fait, c'est plutôt différentes facettes de notre personnalité. Comment ça marche cette histoire de tarot? C'est-à-dire on choisit une carte au pif? Comment ça marche? Non, alors là, c'est un parcours initiatique. Et en fait, les cartes, ça va de 1 à 22. Et moi, j'ai préparé justement un chemin qui va amener les gens à progresser pas à pas vers leur grande dimension d'orateur. Donc, c'est un challenge sur 22 jours. Oui. Une carte par jour que tu choisis pour eux. Et ils doivent faire tous le même exercice le jour même. Voilà, par exemple, premier défi, le magicien. Ok. On commence sympa, quoi. C'est facile. Et c'est quoi cette histoire de magicien? On doit faire quoi? On doit faire le rôle d'un magicien. Tu fais un tour de magie. Donc là, directement, tu connectes ta joie, ton enfant intérieur, celui qui va s'amuser. Mais c'est quand même un sacré exercice. C'est la première fois que tu le fais devant ton smartphone et que tu le partages dans un groupe. Et en fait, le secret du truc, c'est aussi que on est dans un groupe bienveillant qui veut progresser avec toi. Donc, il y a du soutien, il y a une énergie extraordinaire et de jour en jour, tu progresses. Avec ça, il y a des zooms, du coup, où on va venir parler de... la personne va dire, voilà, moi, j'ai vécu ça, et comment ça se fait? Est-ce que c'est normal? Par exemple, sur le défi, je sais rien, moi, de la tempérance. Alors, ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi, l'intempérance? La tempérance, ça va être la négociation. Comment je fais pour négocier, pour mettre de l'eau dans mon vin, etc. Donc, on va simuler une situation de négociation dans une entreprise, par exemple. Donc, moi, j'ai créé des scénarios et puis les personnes, elles vont l'adapter à ce qu'elles ont envie de faire aussi. Et ça, c'est via Zoom, parce qu'il faut être plusieurs pour incarner plusieurs rôles, non, dans la négociation. Alors, la première étape, non. Tu joues les deux. Ah. Et ça, c'est intéressant. Tu te mets à la place du patron, par exemple, et tu joues aussi ton rôle. Et puis après, il y a les duos défis, mais c'est dans la deuxième étape du programme. Première étape, c'est toi tout seul devant la caméra et en même temps, les gens qui te regardent commentent ta vidéo et toi, tu vas voir comment les autres ont fait, par exemple, pour jouer un empereur, un dirigeant. Et tu vas avoir 10 personnes dans le groupe que tu vois comment elles font pour incarner un dirigeant. Et il y a des femmes, du coup, des dirigeantes, etc. Et c'est quoi là? Parce que tu disais que c'était un petit peu par un crescendo de difficulté. C'est quoi la 22e carte? C'est le mat, c'est le rebelle et celui qui fait ce qu'il veut. Et justement, il s'affranchit de tout. Et ça, c'est l'apothéose, en fait, dans la prise de parole, puisqu'au final, tu t'autorises. Et là, voilà. C'est super marrant de voir ces vidéos parce que, comme c'est un espace artistique aussi, puisqu'on se libère, donc on joue beaucoup, on s'amuse. Il y a toutes sortes de vidéos, quoi. Il y a une vidéo notamment où c'est le diable, on doit incarner un diable, la diablesse, l'ensorceleuse, etc. Donc on voit passer des vidéos super coquines aussi, mais c'est un groupe privé. Donc, et il y a que des filles ou il y a aussi des garçons? Alors, ça s'appelle l'Odyssée de l'audace. Le premier groupe, il y a eu des femmes seulement qui se sont inscrites. Et puis là, je lance une nouvelle fusée le 11 avril. Et là, j'ai décidé il y avait un groupe de femmes et un groupe d'hommes, et ensuite, ils se retrouveront. Mais il y a besoin d'avoir des espaces séparés, parce que moi, en tant qu'actrice, je me suis rendu compte en travaillant avec des metteurs en scène hommes, que je me sentais moins libre sur certains pans de ma personnalité pour m'exprimer devant un homme. Et du coup, je me suis rendu compte que c'était important d'avoir un espace où... Donc, tu vas séparer les deux, en fait. Au départ, oui. Sur les 22 défis, les premiers. Le temps de bien incarner, en fait, toutes les facettes de ta personnalité. Ok. Et combien ça coûte, parlons vrai? Combien ça coûte de faire partie, s'il y avait quelqu'un dans notre audience qui serait intéressé pour s'inscrire? Alors, c'est un mentorat, c'est sur 3 mois, en fait. Donc, tu démarres et après, c'est sur 3 mois, c'est 3 333 €. D'accord. Sur les chiffres. Et là-dedans, c'est l'énergie. Et est-ce que dans ces 3 333 €, il y a les 22 jours, donc le groupe Facebook, etc. Il y a combien de lives? Est-ce que c'est une fois par semaine? Il y a un live par semaine sur les 3 mois. Ok. Et après, tu as des duos défis.
C'est quoi ça? Alors, les duos défis, c'est... moi, je propose une guidance tarologique en début de semaine pour canaliser les énergies de la semaine. Donc là, on rentre plus dans un truc chacun énergétique. Ou de groupe? Pour le groupe. Et je leur dis, voilà, là, cette semaine, on va traverser ce type-là d'énergie. Donc, je vous propose un duo défi et je tire les cartes. Là, pour le coup, il y a un empereur qui rencontre une papesse et vous allez jouer ensemble. Et là, ça se passe en live aussi. Sur Facebook, dans notre groupe. On fait un Facebook Live et on se donne rendez-vous et on joue comme ça. Et ça marche super bien. Ah, super intéressant. Hein. J'avais jamais... Ça, c'est la méthode dont tu parles. C'est ma méthode. Révèle acteur, c'est ça. C'est ça, en partie, ouais. Super. En partie, j'ai créé un autre programme. Voilà. Vas-y, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais d'autre, en fait Avec le tarot de Marseille, j'ai créé un programme qui s'appelle Légende personnelle et qui, là, est une odyssée plus intérieure dans le sens... je l'ai appelé l'Odyssée du soi, du coup. Ça permet d'aller chercher sa mission de vie, son ADN du succès, son super pouvoir, son empreinte, notamment l'empreinte que tu laisses quand tu passes ou quand tu trépasses. L'aura qu'il y a dans une pièce. Voilà. Et ça, c'est aussi avec le tarot. En fait, c'est un arbre et c'est une projection de photolangage de ta structure intérieure à l'extérieur. Mais là, tu choisis les cartes, tu les prends pas au hasard. Par exemple, je vais te donner un exemple. Pour symboliser tes valeurs, tu vas choisir une des cartes. Ok. Ah, ok, je vois. Je t'en prie. Alors, oui, faisons. Alors, je mets la caméra de façon que tout le monde voit. Donc, il y a Philippe pour ceux qui sont à la maison. Non, tu la regardes et tu te dis, tiens, voilà, ça me parle bien pour mes valeurs. Et puis, voilà. Donc, il a choisi le soleil. Et... derrière le soleil, évidemment, il y a plein de projections de lui par rapport à ses valeurs. Okay. Et dans le programme, en fait, il y a ce que toi, tu sais de la carte. Donc, par exemple, toi, qu'est-ce que ça t'évoque? Les vacances. Pas mal. Au soleil. Donc, il y a une valeur de détente, d'amusement, d'être bien, que c'est important pour toi. Oui. Voilà, le bien-être et le relâchement. Absolument. Donc, c'est ce que j'entends du coup, c'est le relâchement. Et tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, moi, je m'occupe tout le temps des autres et jamais on s'occupe de moi. Ouais. Donc là, tu m'as donné l'occasion de pouvoir me détendre. Eh ben, super. Super. Et d'ailleurs, les valeurs, c'est aussi l'attention aux autres, puisque tu as le soleil qui tient, voilà, il a une main sur l'autre, etc. Et dans le programme, en fait, tu vas aussi découvrir la face cachée du soleil. Voilà. C'est-à-dire l'aspect plus négatif de cette carte. Si tu l'actives pas bien, il t'arrive ça. Par exemple, un soleil qui est mal vécu, ça devient des personnes qui sont trop égocentriques, par exemple. Et moi, j'ai justement une question. Du coup, ce programme, en tout cas, comme tu l'as décrit, ça se redresserait plutôt peut-être aussi à des femmes qui se cherchent au niveau professionnel, qui voudraient peut-être se réorienter, qui savent, comme une sorte de bilan de compétences. Exactement. En fait, ce programme, à la base, je l'ai créé pour des créateurs d'entreprises. Okay. Je l'ai créé en institution publique. Donc, j'ai été hyper audacieuse parce que j'ai vendu du tarot de Marseille dans des institutions publiques, avec un appel à projet, etc. Donc, je peux vous dire que j'ai eu un peu mal au ventre avant de répondre. Pôle emploi c'est pas Pôle emploi, mais c'est pareil. C'est une association du 93 où j'interviens maintenant depuis pas mal d'années. Alors, j'interviens sur pitch à la base. Et quand j'ai su qu'ils cherchaient une méthode pour travailler sur l'adéquation, ils appellent ça homme-projet. J'ai vu mon arbre, voilà, et j'ai dit tiens, je vais proposer ça, et ça a très bien marché, et c'est à partir de là que j'ai commencé à créer ce programme. Donc oui, transition de projet, tout ce qui concerne la vision de l'entreprise aussi, parce que l'adéquation de projet, c'est qu'est-ce que je crée comme projet. Il faut bien choisir son entreprise, parce que parfois il n'y a pas que le boulot qui peut ne pas nous intéresser, mais parfois si on tombe dans la mauvaise entreprise, même si on adore notre boulot, on peut être très mal, on peut être en souffrance au fait. Exactement. Et si on est créateur aussi, ce que je remarque parfois, c'est qu'on se plante de projet. On ne crée pas le projet qui est pour nous, mais pour celui de son père, de sa mère, de son frère, etc. Et du coup, ça ne va pas fonctionner parce qu'on n'est pas dans notre vraie, on va dire, mission de vie, quoi. Oui. Ouais. Mégane, toi, est-ce que tu as trouvé d'autres conseils qui pourraient aider nos, pas téléspectateurs, mais audiospectateurs, auditeurs, voilà, audiospectateurs, punaise, ok, néologisme. Est-ce que tu as trouvé des choses qui, du coup, pourraient les aiguiller? Moi, j'ai des petits conseils. Déjà, quand on entre dans une pièce, avant de faire une présentation à un groupe de personnes, vous, quand vous entrez dans une pièce,
Comment vous entrez? Moi, j'y rentre un grand pompe. Hein. Donc, imagine que la porte elle est fermée et que dans la salle de réunion dans laquelle tu vas aller, il y a une dizaine de personnes. J'ai frappe Ok. et je rentre en disant Ok, et vous allez entrer comment? Moi, je frappe et puis après, j'observe. Ok. Et le bonjour, il arrive à quel moment? Tout de suite après avoir frappé. oui. Ok. Ah. Et toi? Moi, je frappe, je rentre, je sens l'énergie. Voilà. Bah, en général, ça, c'est la bonne méthode. C'est-à-dire Ah. que quand on entre dans une salle de réunion, il va y avoir les personnes qui vont fermer la porte. Et au moment où elles ferment la porte, elles vont dire bonjour, mais elles vont dire le bonjour à la porte. Voilà. Alors qu'en fait, il faudrait fermer la porte, entrer dans la pièce, avancer un petit peu, prendre la température qu'il y a dans la pièce, essayer de même regarder un peu tout le monde, capter le regard des différentes personnes qui sont dans la pièce, mettre un petit silence pour qu'il y ait un peu une ambiance solennelle, et là dire bonjour. Exactement. Et commencer sa prise de parole, parce que si on dit le bonjour en fermant la porte, tout recroquevillé, bah en fait les gens ne vont pas nous entendre. Ouais, t'as raison. Bon, moi, en fait, parfois, je ferme même pas la porte. J'ai fait yeah, l'énergie, j'ai la porte. Je m'en fous. Toi c'est en mode diva. Cool. Ouais, ouais. La porte elle se casse tellement tu l'ouvres fort. C'est très juste, c'est exactement la même technique quand tu es sur scène. Ouais, Ouais, exactement. tu prends Tu fais un pas en avant, tu Ouais. ouvres les bras, tu souris et tu chopes les regards. Et Exactement. Très bien. Tu pars. Après il y a la Ah. technique du regard aussi qui s'appelle 1, 2, 3. Ah, c'est quoi ça? Donc la technique du regard 1, 2, 3, c'est essayer de faire des jeux de regard différents selon le nombre de personnes qu'il y a dans la pièce et de capter l'attention différemment. Donc quand vous êtes dans une pièce où il y a une dizaine ou une vingtaine de personnes, le regard en 3, ça va être essayer de regarder un peu tout le monde. Mais sans regarder non plus plusieurs secondes la même personne. Donc si on fait ça, c'est bien parce que tout le monde va se sentir concerné. Mais en même temps, personne ne va se sentir vraiment concerné non plus profondément et intensément dans le message qui est passé. La technique du regard en 2, c'est essayer de capter un petit peu l'attention de tout le monde. Donc là, je capte ton regard, ensuite je vais capter ton regard à toi, et là, je vais capter ton regard à toi. Mais il n'y a pas vraiment de connexion non plus très très profonde. Donc maintenant, je vais faire la technique du regard en 1. Donc là, Aurora, je vais te regarder vraiment longtemps. Très bien. Pour essayer qu'il y ait une connivence un petit peu entre nous deux. Donc cette technique, elle Connivons. Donc en fait, il faut essayer d'alterner un petit peu toutes les techniques de regard. Mais par contre, si j'opte pour une technique du regard en 1, donc une connexion très profonde avec quelqu'un que je connais pas forcément ou que j'ai jamais vu, ça peut paraître peut-être un peu trop intime. Donc la technique du regard en 1, on va la faire avec la personne qu'on connaît vraiment, parce que s'il y a un inconnu en face de moi et je le regarde, Ouais, il va être kéblo. oui, il va se dire mon Dieu, c'est quoi ça? Donc on peut aussi la sentir. Enfin, il peut se passer un truc, même si on la connaît pas, mais il se passe quelque chose et on est quand même Donc à l'aise. essayer d'alterner un petit peu les jeux de regard. Après, ce qui est important aussi, c'est de mettre les silences et les césures un petit peu dans les phrases au bon moment. Et il faut savoir aussi que quand on prend la parole, par exemple, quand on est sur scène et qu'on va prendre la parole, parfois ça arrive qu'on ait des trous ou de mémoire ou juste qu'on va chercher nos nuances, nos mots. Et on va avoir l'impression qu'on a fait un silence parfois de 5 ou 6 secondes parce qu'on a cherché un mot. Alors qu'en fait, pas du tout. On a juste fait un silence de même pas une moitié de seconde. Et les personnes en face ne vont même pas s'en rendre compte. Et ça, tu l'as dit tout à l'heure, Aurora. À un moment, tu as parlé de ça, sur le fait que parfois on va chercher nos mots et qu'on a l'impression qu'il y a un gros trou et qu'il y a un silence énorme. Ce qui n'est pas forcément le cas parce que le temps de la personne qui parle n'est pas forcément le même temps que la personne qui écoute. Ressort. Exactement. Donc il faut essayer un petit peu de désacraliser ces silences et ces césures et au contraire mettre les silences et parfois les césures aussi avant de dire quelque chose d'important. Il faut accepter aussi parfois d'avoir un trou de mémoire puisque ça arrive et c'est pas grave. Et suite à ce silence-là, qu'il soit voulu ou pas voulu, au moment où on va dire quelque chose juste après, en général, les personnes vont tendance à avoir à écouter le message beaucoup plus après un silence. Parce qu'ils vont se dire, oh là là, il y a un moment solennel, elle va dire quelque chose d'important. Exactement. Ouais, mais ça, c'est une technique que en fait, on peut aussi utiliser dans le corps professoral. Quand les gens foutent le bordel, au lieu de gueuler, et bah, tout simplement, tu te tais.
au bout de quelques secondes, déjà, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Et d'ailleurs, on en reparlera parce que bientôt, il va y avoir aussi une émission sur l'art oratoire, parce que ça m'intéresse beaucoup. J'aimerais bien qu'il y ait un avocat qui vienne nous parler de ça. Mais concrètement, les silences, c'est aussi c'est précieux, en fait, et c'est une composante de l'art oratoire. Et au contraire, si on sait l'utiliser à bon escient, on arrive justement à capter l'attention de l'oratoire. Et c'est tout un art, en fait. Alors, il y a un nom de cet art, il y a un nom vraiment un peu incongru. Je le retrouverai. C'est la prosodie, non ? C'est ça, la prosodie, voilà, c'est ça. C'est jouer avec les silences, mais aussi avec les intonations. C'est-à-dire que parfois, on doit faire des présentations de 10-20 minutes. On ne peut pas avoir le même rythme dans la voix tout le temps et que ça soit trop linéaire. Exactement. Sinon, le message ne va pas passer. Donc, il faut aussi mettre les intonations, voire parfois même répéter les mots. Par exemple, comme certains présidents vont faire quand, à l'époque de discours, moi président, je ferai ça. Moi président, je ferai ça. Parfois, il faut répéter les mots qui sont importants et jouer un peu avec les intonations. Après, ce qui est important aussi, c'est et je pense que ça s'applique qu'on veuille improviser ou qu'on ait le temps de préparer son discours, c'est d'essayer de jouer un petit peu avec les arguments. Quand on veut faire passer un message, essayer de prendre des arguments différents. Et à chaque fois qu'on donne un argument, essayer de donner un exemple qui va avec pour illustrer notre propos. Mais ça, en quoi ça nous aide à dépasser la peur de parler en public ? Ça permet de se dire, on va avoir quelque chose peut-être d'intéressant à dire à l'autre personne, parce qu'on va lui apporter quelque chose. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la méthode ethos, logos, pathos ? Oui. Alors oui, tout à fait. C'est des méthodes qui ont été développées il y a très très longtemps par des philosophes du style Aristote, Cicéron et Platon. Donc c'était vraiment il y a des millénaires. C'est la genèse de l'art oratoire. C'est ça. Exactement. Et donc on va avoir le pathos. Donc le pathos, c'est essayer de toucher un peu l'autre, ses émotions, susciter du plaisir chez l'autre. On va avoir l'éthos qui est le fait de prendre la parole de manière à aussi expliquer qui l'on est et d'où l'on vient. Donc toi, par exemple, tu l'as dit tout au début, tu as expliqué ce que tu étais, qui tu étais, pourquoi tu étais, entre guillemets, pertinente à intervenir par rapport à la thématique. Et après, il va y avoir le logos, donc c'est le fait d'instruire les gens. Et c'est vrai, tu l'as dit tout à l'heure aussi également, parce qu'on a trop tendance à essayer à penser que le public, ça va être un ennemi, alors que non, en fait, les gens, ils sont là pour nous écouter, et parce qu'ils ont aussi sûrement quelque chose à apprendre. Est-ce que tu as d'autres tips encore plus pratiques ? Parce que là, on rentre, c'est le moins, dans quelqu'un qui sait déjà prendre la parole et qui a envie de se faire... En effet, c'était le cas de figure où on ne veut pas être transparent, donc on va construire de cette façon le discours pour ne pas l'être. Mais quelqu'un qui vraiment est face à un public et qui tremblote, en fait, qui n'arrive même pas à l'ouvrir, qu'est-ce qu'il faudrait lui conseiller ? De désacraliser la prise de parole en public et de se dire juste, j'ai un message à faire passer, et il n'y a rien de pire à mon sens que de rentrer chez soi après un événement et se dire, oh là là, zut, j'aurais dû dire ça. Parce que ça arrive à tout le monde, parfois dans sa douche, on est là, on pense, oh là là, pourquoi j'ai pas dit ça, ou j'ai pas osé dire ça, alors qu'on avait un message à faire passer. Donc ça serait aussi de repenser au pourquoi. Quel message je veux faire passer. Après, il y a d'autres petits exercices qui existent, c'est le jeu des fruits et des légumes. T'en as entendu parler ou pas ? Je crois, vas-y. Non, je t'en prie. Alors, le jeu des fruits et légumes, c'est un petit jeu qu'on peut faire ensemble. Par exemple, Aurora, on va dire que des noms de fruits et légumes pour faire passer tes émotions. Donc, par exemple, on va improviser. Donc, je vais te dire tomate, passion, banane. Et tu me réponds avec des... Kiwi, fraise, cerise. Kiwi, fraise, cerise, pastèque, melon. Ok, c'est juste pour faire l'intonation. Exactement. Okay. Essayer de percevoir le message et l'émotion qu'il y a derrière la parole. Après, j'ai ce livre-là, pour ceux qui sont sur Twitch. C'est Porter sa voix, qui est un livre de Stéphane de Freitas, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un entrepreneur social et qui donne énormément de conseils sur l'art oratoire, qui donne aussi des petits exercices que peuvent faire même les enfants. Il coûte combien, ce livre ? Alors, il coûte 22,90 €. Il y a également 1 € qui est reversé à l'association Eloquentia, qui est un programme qu'il a créé pour les universités, où il y a des concours d'éloquence, que ce soit dans les facultés de droit pour apprendre à prendre la parole, l'art oratoire. Et il propose également des formations qui, elles, s'intitulent Locutia. Donc, c'est des formations avec des tarifs différents selon le nombre de personnes. Ensuite, j'ai déniché une formation qui est gratuite sur Open Classrooms. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un MOOC en accès libre qui propose une formation gratuite de 6 heures sur prendre la parole en public. Très bien.
Après- Et là, je vais par contre t'interrompre parce qu'on n'aura pas sinon le temps pour écouter Philippe. Ok. Et j'ai envie quand même qu'on puisse quand même lui poser des questions. Parce que je sais que déjà, il nous a dit qu'il peut aider aussi dans la prise de parole en public. Donc ça, c'est important qu'à travers le fait d'être magnétiseur, il puisse l'aider. Est-ce que toi, Karina, tu as des... pardon, grillé en pleine boisson. Est-ce que tu as des questions que tu voudrais lui poser pour qu'il puisse y répondre? Ouais. Sois gentil avec moi. Je vais essayer. Mais je ne sais pas quel genre de questions, en fait. Comme ça vient. Je les D'accord. note et puis après, je vais te répondre. Ok. Waouh. On peut Alors, l'aider. ouais. On peut Oui, l'aider. vas-y, Ouais. aide-moi. Non, pas moi, mais... Alors oui. Alors, qu'est-ce que je pourrais poser comme question? Est-ce que je vais dépasser la peur de prendre la parole, mais pas en public, parce que ça me fait pas spécialement peur, mais quelque part, c'est un petit peu ça, parce que je dois faire des pubs sur Facebook. Et voilà, j'ai envie de faire cette campagne pour lancer une formation que je vends. Et j'aimerais bien savoir, est-ce que je vais réussir à organiser ça pour la semaine prochaine. Donc, c'est très imminent. Parce qu'en fait, je procrastine le fait de faire cette campagne. Et j'arrive pas à savoir non plus pourquoi, parce que j'ai envie de le faire, en vrai. Voilà. Alors donc, je prends mon pendule, j'ai noté la question, comme je fais d'habitude. Et puis, je vais donner un coup de balancier. Et je vais pouvoir te répondre immédiatement. Donc, effectivement, tu vas pouvoir organiser tout ça de la meilleure des façons. Et tu n'as pas d'angoisse à avoir. Tu vas être particulièrement à l'aise et tout va parfaitement bien fonctionner. Ah bah cool. Ouais, Cool. il Ça, est, c'est gen- une il est chose. gentil avec toi, Philippe. hein. Depuis la semaine dernière. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait des questions pour Philippe, pour qu'il puisse... Merci beaucoup, en tout cas, merci. J'ai un spectacle, moi, Top. là, sur lequel je travaille en ce moment, et le 27 juin, avec c'est ambitieux, parce que le 27 juin, je ne sais pas si on sera déconfiné. Mhm. Donc ma question, c'est est-ce qu'on pourra jouer notre spectacle le 27 juin avec les 7 femmes que je suis en train de mettre en scène. Ça s'appelle la culotte rouge, notre spectacle. Wow. On l'a décidé aujourd'hui. La culotte rouge, et ça Ouais. vient d'où alors? Ça parle de la culotte rouge. Elle On t'aiderait en pas. saura plus Eh. dans quelques mois. Ouais, elle est dans son placard, en fait. là, cette Donc, en fait, là, j'ai quasiment 2 questions. C'est-à-dire, la première, c'est est-ce qu'on pourra faire le spectacle le 27 juin? C'est la Ouais. première question. Et les filles, elles écoutent là. Donc, Ah oui, ça, c'est important. Pour moi, c'est oui. Ouais. Plus de confinement. Génial. Et est-ce que la culotte rouge, c'est la bonne couleur? Là aussi. Waouh. Change pas de couleur. Je change pas de couleur. C'est tellement énorme ce Alors, nom, je trouve. Enfin, Ça, c'est on OK. en a beaucoup Ça, parlé. c'est OK. Ouais, merci beaucoup. Super. Est-ce que toi, Mégane, tu as une question pour Philippe? Bah là, non, pas particulièrement. Pas particulièrement. Ah, t'as les Je vais jetons, réfléchir. hein, t'as les jetons de ce qu'il pourrait Alors, dire. Pourquoi la culotte rouge? Parce que j'ai un ami qui a écrit le vélo rouge. Ouais. Tu as entendu parler du Non. vélo rouge? Alors, le vélo rouge, c'est un monsieur qui est israélite, a vu toute sa famille partir dans les camps de concentration, s'est retrouvé dans une famille d'accueil et qui était très très pauvre. Et il voyait les petits garçons jouer avec des vélos alors que lui, il avait strictement rien. Et comme par hasard, les vélos étaient rouges. Et quand il est devenu adulte, son obsession, c'était de pouvoir acheter un vélo. Et quand il a pu avoir les moyens d'avoir acheté un vélo, il a acheté un vélo rouge. Et non pas une culotte rouge. Et voilà, c'est génial. Super. Nous, Super, ça super. s'appelle la culotte rouge parce que c'est en lien avec la sexualité des femmes, avec tout le désir et aussi les règles, le fait d'avoir d'avoir ces menstruations, de ne plus les avoir. Donc c'est tout cette symbolique-là. Très bien. Bah, j'imaginais que c'était ça, du coup, quand tu m'as dit la culotte rouge. Je me suis dit, bon, il doit y avoir un lien avec ça. Et ben voilà, je te le confirme. Ah bah franchement, moi j'ai pensé au Nouvel An. Hein. Ah oui. Parce qu'en Italie, les culottes rouges, on les porte pratiquement au Nouvel An. C'est-à-dire que vraiment d'aller chez Intimisme, d'ailleurs, si vous allez chez Intimisme, la chaîne, Oui. si vous y allez vers le mois de décembre, vous trouverez tout en rouge. Ah parce bah qu'en ouais. fait, pour le Nouvel An, pour Noël et surtout pour le Nouvel An, ça porte chance, ça porte bonheur. Donc on met de la lingerie rouge Ah, pour le j'avais jamais 31. entendu ça. Bah, génial, ça me confirme que c'est le Je bon savais nom. pas. Cool. Mais il y a un rapport avec Noël, Père Noël, couleur rouge ou rien à voir?
Ça a à voir avec Noël, parce que déjà Noël, c'est vrai qu'il y a beaucoup de rouge autour de la période de Noël, mais c'est encore plus, ça a vraiment une relation avec la chance. En fait, tu attires à toi le bonheur pour l'année qui va venir, et donc pour le nouvel an, normalement, même si d'habitude tu portes pas de soutien-gorge ou de culotte rouge, parce que peut-être t'aimes pas cette couleur, tu vois, mais globalement, tu portes au moins un string rouge ou une culotte rouge pour le nouvel an, pour le 31, pour démarrer avec la chance, pour attirer à toi la chance pour l'année qui va venir. Ça, c'est Je génial. savais pas du tout. Bah, nous, on Ouais. dit que c'est le pouvoir de la chatte rouge. Voilà, quoi. Et c'est quoi la chatte rouge? Non, le fait d'être magnétique, quoi, et D'accord. qu'on apporte, qu'on Je vous dérange qu'on pas. envoie, des bonnes énergies, quoi. On ne te traitera pas de chatte rouge à la fin de cette émission. Alors, Karina, si on veut te trouver aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui nous regarde, qui a envie de faire appel à toi, où est-ce qu'il peut te trouver? Alors, on me trouve, déjà, j'ai mon site web qu'il faut que je remette à jour, mais il y a contact@revelacteur.fr. Mhm. Et là, je reçois les messages. Et Comment tu écris Révèle Alors, Révélacteur, REVELACTEURS, Voilà. au pluriel, .fr. Et sinon, sur Instagram, c'est donc Karina Joia. Mhm. Joia, c'est mon nom d'artiste. Feijoiro. FEIJOEIRO sur Instagram. Voilà. Super. Et Philippe, si toi, on a envie de te retrouver pour te poser des questions, où est-ce qu'on peut? Philippe Bresto, magnétiseur, tout simplement. Sur Internet, tranquille, on tape ça. Mm. Ok, bah écoutez, super. Est-ce que, Karina, est-ce que tu as un mot de la fin? Sur la prise de parole en Oui. public, ouais, bah, je crois qu'il y a beaucoup de paroles qui se libèrent ces derniers temps, depuis plusieurs années maintenant, et que c'est important qu'on entende les voix des femmes, des hommes qui ont besoin de s'exprimer sur des sujets importants pour faire changer aussi les choses. Super. Je pense que c'est... Bravo. Ouais, vraiment, c'est une belle conclusion. Moi, Donc, j'aurais un docu-fiction à proposer qui s'intitule À voix haute, oui. qui a été réalisé par Stéphane De Freitas aussi et qui apprend en fait à des jeunes dans des lycées, des jeunes de banlieue à s'exprimer en public et il y a plein d'exercices et en fait ce documentaire il est sur Netflix et quand je l'ai vu moi je me suis dit mais oh mon Dieu il est magnifique, il y a eu 1 million de téléspectateurs qui l'ont regardé donc j'invite tous ceux intéressés par le sujet à le regarder à voix haute. Très très beau documentaire effectivement. Ouais. Je l'ai montré à mes élèves. Oui. Quand j'étais Voilà. prof de com, ouais. Super. Eh ben, merci à tous. Merci d'avoir été avec nous, vous aussi, à la maison. Merci à Karina, merci à Philippe, merci à rien. Mégane. Merci à toi. Et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais plein de bisous et à très vite. Ciao, ciao. revoir. Au revoir tout le monde. 57, hein.